Bienvenue en Inde. Après l'Inde du Nord, Breton d'ailleurs s'est rendu en Inde du Sud. Je me trouve à Chennai, l'ancienne Madras, rebaptisée en 1996. Chennai, avec ses 9 millions d'habitants et son industrie technologique florissante, fait de plus en plus d'ombre à Bangalore, l'autre technopole de la région. Chennai, qui est aussi la capitale de l'Inde du Sud, c'est le point d'arrivée de tous ceux qui arrivent en Inde du Sud. Et nous, ça sera notre point de départ pour parcourir cette région et découvrir les Bretons de cette partie de l'Inde. On y va. Avec ses milliers d'autorickshaws, son métro en construction et sa pollution, la capitale de l'État du Tamil Nadu, littéralement le pays tamoul, ne donne pas forcément envie de s'y attarder. Seul le fort Saint-Georges, construit en 1653 par les Anglais, et la plage Marina Beach méritent un éventuel coup d'œil. On se hâte de quitter l'ancienne base coloniale britannique pour filer vers Pondichéry, par l'East Coast Road, une route côtière qui offre ici et là une vue sur la mer et les surfeurs. Le tsunami du 26 décembre 2004 semble loin. Il n'a pas épargné Mamallapuram, l'ancien port de la dynastie des Pallava, des Tamouls qui régnèrent du 7e au 9e siècle. Notre première halte, mais ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en a vu d'autres. Notamment l'indéboulonnable temple du rivage, édifié au 8e siècle et dédié à Shiva, qui se dresse crânement face à la mer. Cette boule de granit surnommée la boule de beurre de Krishna n'a pas non plus bougé d'un iota depuis des années. À voir aussi les 5 ratas, les 5 chars en sanskrit, un ensemble de 5 temples sculptés au 7e siècle dans une même pierre, ainsi que le rata de Ganesh, également creusé dans un monolithe. Ce temple est surplombé d'une tête de viking, preuve que le peuple des Pallavas naviguait loin, car sur leur route vers la Grèce, Rome et l'Égypte, il leur arrivait de croiser des dracars danois. On quitte ces chefs-d'œuvre laissés par ce peuple voyageur pour un rendez-vous avec un autre itinérant, Jean-Jacques Renaud, un Quimpérois de 57 ans, à Mamallapuram depuis 25 années, dont 15 à la tête de son restaurant baptisé le Nautilus, en hommage à Jules Verne. Quand j'étais petit, je voulais être le capitaine Nemo. J'avais lu 20 000 lieues sous les mers. Là. Ça m'a donné envie de voir la planète d'abord aussi. Et je me suis aperçu ici que le capitaine Nemo, il était indien. J'ai quitté l'école à 16 ans, moi, parce que j'étais occupé. On avait squatté un truc à Quimper, une ancienne usine, et on faisait des concerts de rock. Même, on a même fait venir Léo Ferré. On avait 17 ans à l'époque. C'était sympa, ça. Et comme on bossait pas mal, l'école, on n'avait plus le temps d'y aller, là. C'était fini. J'ai perdu mes parents à 20 ans. Je suis parti. La plupart du temps, si tu veux, je passais mes hivers ailleurs. Il y a eu beaucoup d'Afrique, beaucoup d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Je suis venu ici, si tu veux, dans ces circonstances-là. Et j'ai fini par atterrir ici, par hasard, entre guillemets. J'ai rencontré un gars. Je dirais qu'on est tombés amoureux l'un de l'autre. Moi, je préfère les filles, lui aussi. Mais on a eu un... Et c'est ça que je trouve formidable, tu vois, c'est que... Pourquoi je peux vivre ici, finalement, moi? Parce que je me suis aperçu que tu pouvais rencontrer des gens au bout de la planète, avec une éducation, une culture totalement différente de la tienne, et être plus proche d'eux qu'on te voisin à Quimper, finalement. Au point même d'envisager le mariage. Après l'amitié inattendue, l'union improbable. Il y a eu un malentendu, on est venu me voir un jour pour me dire « Jacques, tu veux te marier avec elle, là ?» J'ai dit non. Qui vous a raconté ça? Je me suis fâché. On a fait une réunion de famille avec mon vieux pote pour dire Jacques ne veut pas se marier, ok? Elle non plus d'ailleurs. Hein? Et 6 mois plus tard, je l'ai épousée. Parce que sur le papier, ça ne marchait pas. J'ai jamais été amoureux d'elle. Mais en même temps, pour elle, comment je dirais, elle n'était pas amoureuse de moi non plus, c'est tout à fait clair. Je pense qu'elle me trouvait correcte parce qu'elle me connaissait depuis longtemps, quelque part, les gens me connaissaient ici. Elle n'était pas amoureuse de moi non plus, mais ce n'est pas important pour elle. Le mariage ici, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est un arrangement. Pour elle, on n'est pas un couple, on est une famille d'abord. On est un couple après, mais d'abord on est une famille. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, elle a des enfants, une maison, un mari pas trop chiant. Ça va. On dit au revoir à ce papa de 2 enfants de 13 et 10 ans pour retrouver l'East Coast Road vers Pondichéry. La route devient plus poussiéreuse, bordée de cigognes, de vaches et de salines. Pondichéry n'est plus très loin. Mais avant de pénétrer dans l'ancien comptoir français,
un petit avant-goût de la France nous attend au Mango Hill Hotel. Un charmant hôtel créé de toutes pièces par des Français amateurs de Münster. L'établissement et sa cave à fromage ont ouvert en 2010. Claire Morvan nous y a donné rendez-vous avec son fiancé Marc. Cette Quimpéroise installée à Chennai depuis 2 ans rend visite à son jeune employeur, Max, le petit-neveu du propriétaire de l'hôtel. Il produit les fromages, elle les distribue. Oh là là. Voilà, donc la cave d'affinage. Donc ici, c'est le Pondichéry, c'est un fromage créole qu'on a créé, c'est notre signature en fait. En tout, Max produit 11 fromages. On a du camembert, du fromage aux herbes, du gouda au cumin et du parmesan, de la feta, enfin des fromages assez classiques mais qui se vendent très bien ici. Les consommateurs sont très divers, hein. Ça va de la population locale indienne à la communauté expatriée. Et ensuite, pour les hôtels, c'est des grandes chaînes d'hôtels. On a le Hilton, le Parc Hyatt, le Parc Sheraton. Et voilà, on est en train de développer les ventes sur Chennai. Ça marche bien. Tout semble aller pour le mieux en Inde pour cette jeune titulaire d'un master en relations internationales. Pourtant, elle compte bientôt quitter le pays. Et le fait d'être une femme n'est pas totalement étranger à cette décision. Nos projets, c'est de rentrer en France. On ne compte pas rester encore de nombreuses années ici. Marc et moi, c'est vrai qu'on ne vit pas du tout la même expérience tous les deux. D'être une femme en Inde, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai qu'il faut que je fasse constamment attention à comment je suis habillée. Il faut aussi subir d'un certain côté le regard des hommes aussi, qui peut être parfois pesant. Et puis dans le travail aussi, c'est pas simple de négocier avec des Indiens, surtout que je côtoie beaucoup d'hommes, majoritairement des hommes. De toute façon, pour les affaires, c'est que des hommes. Mais bon, après, c'est une belle école de vie aussi, c'est une très belle expérience. On laisse Claire et Marc contemplant la mer. Direction la ville. Pondichéry. L'ancien comptoir est partagé en 2 par un canal. D'un côté, le quartier tamoul, la ville noire et sa frénésie. De l'autre, le quartier français, la ville blanche et son calme. Les façades y sont ocre ou blanches, souvent défraîchies, parfois grises. Dans ce cas, ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'ashram de Sri Aurobindo, un gourou célèbre enterré ici en 1950. Car Pondi est aussi une terre de yoga, de méditation, d'ayurveda et de spiritualité, qu'il serait dommage de visiter sans se faire bénir par l'éléphant du temple de Ganesh, l'attraction du quartier. Un peu plus loin, monuments et noms des rues rappellent l'histoire de la Compagnie des Indes orientales et la présence française dans cette ville tardivement restituée à l'Inde en 1956, soit 9 ans après l'indépendance. Ici, les policiers portent encore le képi et c'est le seul endroit en Inde où l'on joue aux boules, alors qu'ailleurs, le cricket est roi. Lionel Mallard, lui, a un autre loisir, la voile. Ce marin, fils de l'ancien gardien du phare de Bréa, a accosté en Inde il y a 15 ans, après un long voyage. En fait, on s'était rencontrés avec Martine, elle était grande voyageuse, moi grand marin. Comme on avait envie d'avoir des enfants ensemble, rien n'était plus logique que de partir en bateau. Donc on a construit notre bateau, on a mis 8 ans à le construire, et après on est parti. Et on s'est promené 7 ans avec nos 2 enfants. On est arrivé en Inde, on a été très séduits, et puis on a continué vers le détroit de Malacca, on a continué vers la Thaïlande, vers l'Indonésie. Et puis on est revenu par l'Inde, par amour de l'Inde, parce que ce pays aussi était un grand pays, que ça nous permettait a priori plus de trouver des matériaux qui étaient nécessaires à la construction navale. Et notamment à la construction de catamarans, un bateau d'origine tamoule, on l'ignore souvent. Aujourd'hui, Lionel embauche une trentaine d'ouvriers et met à l'eau 2 bateaux par an, en moyenne. Et ce n'est pas tout. Il s'est aussi lancé dans l'humanitaire au lendemain du tsunami de 2004. On s'est dit, que peut-on faire ? Et comme je crois qu'on ne sait bien que ce qu'on connaît et ce qu'on aime, on a décidé d'aider les pêcheurs qui étaient en grosse difficulté. Donc l'activité a duré un peu plus de 2 ans et ça consistait essentiellement en une formation et en la fourniture de matériel. Et on a fait construire donc aux villageois eux-mêmes, grâce à nos moniteurs, près de 500 bateaux, 480 je crois. Cette aide aux pêcheurs s'est rapidement accompagnée d'une aide aux familles et aux enfants.
Ainsi est né le projet d'après-school il y a 5 ans. Lionel et sa femme Martine nous mènent vers cette structure d'accueil et d'éducation située au sud de Pondichéry. L'idée de départ, donc, c'était d'aider les gens les plus pauvres, quelque part. Par les bateaux, par la dignité, mais quand il s'est agi d'ouvrir une école, on a bien sûr pensé aussi aux plus pauvres. Et en fait, les classes et les castes, puisqu'on ne peut pas parler de classe véritablement en Inde, mais bien de castes, les plus pauvres ici, c'est les gitans. Donc on est obligé d'envisager une école en résidence en les prenant de façon totale en charge sur le plan alimentaire, sur le plan, on l'a vu tout à l'heure, de la santé, sur le plan de l'éducation, bien entendu, et de l'alphabétisation. Grâce au parrainage, aux dons et au soutien de quelques grands groupes, l'école est bien financée. Car hormis les infrastructures, il y a toute une équipe à rémunérer. On a une moyenne de 70 enfants à peu près, ce qui est un peu notre limite financière. On a 7 enseignantes, mais autour de ça, il y a des gardes de jour, des gardes de nuit, de l'administration, des cuisiniers, 3 cuisiniers, ce qui fait en gros une vingtaine de 20-25 personnes en tout. Bonjour Karine. Dont Karine Noblet. Cette originaire de Redon travaille ici depuis plus de 3 ans. Je suis arrivée en Inde en novembre 2010 à Calcutta. Donc j'ai passé quelques semaines à travailler dans les centres de Mère Teresa. Et puis après, je me suis dirigée sur Pondichéry. Et là, j'ai fait une rencontre assez fortuite de Martine Mallard, qui avait monté ce centre-là, ça faisait à peu près 1 an après school, et qui cherchait des éducateurs pour venir encadrer les enfants. C'est des populations qui sont de basse caste, donc autant dire qu'ils sont pas forcément bien vus. En plus, ils sont des gypsies, donc les gypsies, pas très longtemps, n'étaient même pas reconnus, ils étaient hors caste. Donc ça veut dire qu'ils n'appartenaient même pas à ce système indien. Donc au départ, j'ai travaillé ici avec des institutrices qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui regardaient vraiment l'enfant comme un moins que rien, presque comme une chose, et elles osaient parfois même pas les toucher. Donc il y avait vraiment beaucoup de distance, quoi. Voilà, d'énormes progrès ont été faits, ils ont appris à connaître les enfants et ils sont super attachants. Et ils ont peut-être vu aussi comment moi ou d'autres volontaires se comportaient avec eux. Oui, on peut les toucher, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses qui peuvent se passer avec eux. Ils ont des capacités qui sont les mêmes que n'importe quel enfant au monde. Et voilà, donc ça, je pense qu'ils s'en rendent compte aussi. Et ouais, il y a quand même une grosse évolution là-dessus. On y va doucement, mais ça évolue. Ouais, à son rythme, on ne peut pas changer des personnalités et des éducations en 3 ans ou en moins de temps que ça, quoi. On abandonne Karine, Lionel, Martine et leurs beaux projets et on s'envole pour le Kerala, l'état au plus fort taux d'alphabétisation du pays, 95%. Loin du bruit et de la fureur, une certaine douceur nous attend à Fort Cochin. Située sur la route des épices, la paisible bourgade aux faux airs de campagne anglaise et hollandaise abrite 5 siècles d'histoire coloniale et des migrations encore plus anciennes, quand Arabes et Chinois transitaient sur ses côtes. Ces derniers ont d'ailleurs laissé ces filets de pêche, désormais davantage destinés à attraper les touristes que les poissons. Mais la plus ancienne de ces migrations est celle d'une communauté juive qui existe encore, mais à minima. Quand les Romains ont attaqué le temple de Jérusalem, et les Juifs sont partis beaucoup d'endroits, et en 72, un peu de groupes sont venus ici aussi. Et quand ils sont venus, la capitale de Kochi était 50 km loin d'ici. Et le roi il a donné une île pour les Juifs à vivre. Et après, quand les Portugais sont venus en 1500, ils ont attaqué les Juifs. Et les Juifs sont venus ici. Et le roi il a donné cet endroit juste à côté de son palais pour les protéger. Et ils ont construit cette synagogue en 1568. Et ils ont construit beaucoup de maisons aussi. Et la population ça a augmenté encore 20-25 000. Et en 1948, quand l'Israël est formé, ils ont commencé à partir en Israël. Maintenant, il y a seulement 5 femmes et 2 hommes, 7 personnes qui restent ici. Dont Sarah Cohen. À 92 ans, la doyenne de la communauté continue de vendre ses broderies faites main à côté de la synagogue et de ce qu'on appelle le palais hollandais. Ça c'est un palais construit par les Portugais, parce que quand ils sont venus, le roi il a donné la permission pour commencer le commerce. Alors les Portugais ils ont construit ce palais en 1555 et ils ont offert au roi de Kochi pour le plaisir. Et après, en 1660, quand les Hollandais sont venus, ils ont fait des rénovations. Après ces rénovations, c'est connu comme Palais hollandais.
Et la famille royale de Kochi, ils sont vivés ici, dans le palais. Maintenant, c'est appartient au gouvernement de Kerala. Ils sont changés comme un musée. Des Hollandais décidément rénovateurs. En 1779, ils ont également rénové cette église, l'église Saint-François, considérée comme la première église européenne en Inde. Construite en 1503, elle a abrité la tombe de Vasco de Gama, mort à Cochin en 1524, avant que sa dépouille ne soit transférée à Lisbonne. Après les Portugais et les Hollandais, les Anglais ont laissé leur empreinte ici. Une influence britannique qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le prince Charles a fêté ses 65 ans à Cochin en novembre dernier, entre vendeuse d'épices et tisseuse de sari. Cochin constitue aussi une excellente base pour explorer les célèbres backwaters du Kerala, un réseau de 900 lacs, lagunes et rivières qui longent le littoral à l'intérieur des terres, à visiter à bord d'un houseboat ou d'un canot. Dépaysement et sérénité garantis au fil de l'eau. C'est dans ce décor paradisiaque que Marjorie a décidé de poser ses valises. Bonjour Marie. Cette Brestoise a vendu son appartement et est venue s'installer avec son mari en 2008. Elle a ouvert les 3 éléphants il y a 2 ans, un joli complexe écologique. On a voulu faire un resort qui se fondait dans la nature, parce que principalement on aime la nature du Kerala. Donc on a fait des cottages éco-friendly avec des matériaux locaux, des ouvriers locaux. Nos employés habitent pour la majorité dans un cercle de 100 mètres autour du resort. C'était pas véritablement difficile dans le sens où ici il y a une économie montante, il y a une population jeune qui a envie de bouger, qui a envie de créer des choses, qui nous donne une énergie pour faire plein de choses. Et par contre c'était long. Par rapport à la France, le temps est quand même très différent et tout prend du temps. Donc on a mis, entre le jour où on s'est dit banco sur la plage, on y va, jusqu'à l'ouverture, il y a 3 ans et demi, 4 ans qui se sont passés. Malgré ses difficultés, pour rien au monde, cette ex-étudiante en art du spectacle, maman d'une fillette de 4 ans, partirait. Je suis venue ici il y a 15 ans pour commencer à étudier le Kathakali, qui est un théâtre dansé du Kerala, spécifique au Kerala. Et j'ai fait ma maîtrise et j'ai poursuivi avec le doctorat sur ce sujet. Pour ça, j'ai passé à peu près 2 ans au Kerala à étudier cet art et je suis tombée amoureuse non seulement de l'art, mais des gens, de la culture, des paysages. Et après, j'ai plus voulu repartir, donc j'ai trouvé une excuse pour rester ici. Retour vers la ville et le tumulte après ce spectacle hypnotique. Bienvenue à Bangalore. Avec ses quelques 9 millions d'habitants, ses industries informatiques et ses bouchons permanents, la capitale de l'État du Karnataka bourdonne comme un essaim d'abeilles. Seul havre de quiétude et de fraîcheur, le jardin botanique de l'Albag, littéralement le jardin rouge. Le parc fut commandé en 1760 par Hyder Ali, sultan de Mysore, et achevé par son fils Tipu Sultan. C'est lui qui planta le premier arbre, ce grand manguier, en 1780. Puis les Anglais en ont planté beaucoup d'autres. C'est à eux que l'on doit notamment ce palais de verre, édifié en 1889. Autre palais, mais plus récent, voici le palais Leila. Entouré de 9 hectares de jardin, ce palace pour Maharaja a été construit en 2001. Là aussi, il fait frais. Et il y a aussi des roses rouges, comme avant, à l'Albag. C'est dans cet écrin luxueux et presque bucolique qu'on retrouve Sanjeev Rao, un Indien de 44 ans qui nous parle de la ville où il est né. C'est quand même explosé Bangalore parce que c'est une ville quand même, historiquement, notre Premier ministre Nehru avait quand même prévisé que Bangalore va être la ville du futur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres d'éducation, beaucoup d'importance sur l'éducation.
Et aussi, Bangalore, c'est un climat très clément parce que c'est sur 1000 mètres d'altitude. Donc toute l'année, il y a un climat qui est très plaisant. Et donc, avec l'arrivée d'industrie d'informatique, Bangalore, historiquement, a pris vraiment une position. Et c'est une ville qui s'appelait le Garden City, la cité des jardins. Et aujourd'hui, c'est devenu quand même la Silicon Valley de l'Inde. Après quelques années de 7, 8, 9% de croissance, on est quand même à 4,5 à 5% de croissance. Donc, première chose, il faut remettre Inde sur les rails parce que c'est que par la croissance qu'on va essayer d'éradiquer une partie de la pauvreté. Deuxième, il y a tellement de gens sous le seuil de pauvreté, il faut avoir des projets d'inclusion. Et il en a des projets, cet ingénieur de haut niveau qui vient de prendre un nouveau virage dans sa carrière. Après avoir passé quand même 20 ans dans le monde corporate, on réalise quand même, après avoir passé en plus 7 ans en Inde, que c'est très bien de vivre une vie de corporate, mais il y a quand même moitié de la population qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas de l'eau. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont pris la décision de peut-être essayer de faire un changement. Donc j'ai pris la décision très récemment de quitter le monde corporate et à rejoindre des jeunes qui sont à peu près 20 des grandes écoles et toutes les banques et des grandes sociétés de conseil. On a tous décidé de travailler vraiment pour les ONG et pour les entreprises sociales dans les villages et dans tout ce qui est justement avec les communautés défavorisées sur le sujet de santé, donc la sanitation et l'éducation. Et je pense que toute une génération comme nous qui ont eu la chance de voyager, je pense que maintenant c'est notre tour de contribuer à notre pays. Et c'est ce qui a poussé ce consultant à rentrer chez lui après avoir travaillé 12 ans en France pour des grands groupes. Mais il garde des liens avec le pays, et notamment avec la Bretagne. À cette époque-là, en fait, j'avais besoin de faire un choix. Et entre-temps, j'ai eu la grande chance de marier avec une Française. Et tous les deux, on a pris la décision, quand nos enfants étaient jeunes, de rentrer en Inde et être chez mes parents. Donc, en fait, quand j'ai quitté France pour venir en Inde, j'ai pris la décision de monter ma propre société qui aidait les investissements français en Inde, en fait. Et mes premiers clients étaient la Bretagne internationale. Il y a 2 ou 3 personnes là-bas qui m'ont fait confiance. Et mes premiers projets, même tout petits, même avec les PME, étaient venus grâce à Bretagne. Et j'ai des amis bretons à l'INSEAD avec qui on a noué des relations, pas juste individuellement, mais aussi avec la famille et aussi avec la région. Donc j'ai pas mal voyagé en Bretagne, notamment dans le Finistère, à Saint-Égonec, très souvent en Vieille Charrue. Et bien sûr, manger les choses comme Kika Farce, donc ça c'est quand même un vrai plaisir. Et d'ailleurs, le parrain de mon fils, c'est un Breton. Et grâce à qui j'ai voyagé pas mal en Bretagne, passé des moments exceptionnels. Et vraiment trouver cette similitude culturelle qu'on vit. Les Bretons sont des voyageurs, les Indiens voyagent partout. Par contre, quand on fait du business, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est vrai, en France, on part un peu comme un système descartien, où on a besoin d'avoir pas mal de réponses et des données et de passé pour prédire le futur. Quand en Inde, on n'a pas beaucoup de données économiques, donc c'est très intuitif en termes de processus de décision. Des différences culturelles que Violaine Buet connaît bien également. Après cette rencontre enrichissante avec Sanjeev, on retraverse la frénétique Bangalore pour se retrouver dans un nouvel havre de paix. J'ai rendez-vous dans l'atelier de block printing où travaille cette Quimpéroise mariée à un Indien. Moi, la première fois que je suis venue en Inde, c'était il y a 12 ans, en tant qu'étudiante, donc étudiante en design, et j'étais à l'école de création industrielle de Paris. Et puis une amie m'a dit « Oh, moi je vais en stage en Inde, tu viens ?» Donc j'ai dit « Oh bah d'accord ». Et puis on a passé 5 mois et puis ça a été une belle expérience. J'ai rencontré mon futur mari donc, qui est indien. Et puis après j'ai fini mes études en France et puis finalement au bout de quelques années on a décidé de s'installer en Inde. Au début, je travaillais en freelance. Après, moi, j'ai aussi 2 enfants, donc je me suis occupée de mes enfants. Et puis, j'ai travaillé pour l'école de design de Bangalore, Shristi, qui est à Yelahanka. Pendant 1 an et demi, j'ai coordonné, j'étais responsable d'un master
qui s'appelle Transcultural Design et qui est en fait une collaboration entre Shristi et puis l'école de design de Nantes. Et depuis 2 ans, Violaine s'occupe de design textile pour cet atelier de block printing. Alors en amont de l'impression, et donc la première étape, c'est la fabrication des blocs. Ici, on fait appel à une équipe, il y a 3-4 wood carvers, donc des sculpteurs de blocs qui sont à Bangalore. On leur donne une impression en fait noir sur blanc de notre motif qu'on a développé, et puis avec ça, ils vont le recopier, ils vont sculpter le bois. Et donc après, nous on récupère notre bloc et on peut commencer l'impression. Les blocs doivent tremper d'abord dans l'huile pendant 15 jours et après on peut faire nos premiers essais. Et après, donc il y a une longue étape qui est en fait l'échantillonnage, parce qu'on a besoin de faire pas mal d'essais pour ajuster les couleurs. Il y a des couleurs qui réagissent différemment à différents tissus, il y a des couleurs entre elles qui interagissent différemment. Donc c'est beaucoup d'échantillonnage. Donc une fois que les essais sont concluants, on peut passer aux essais d'après qui sont les échantillonnages de produits. Donc s'il y a de la couture, le reste du travail avec les couturiers qui sont aussi pas faits ici sur l'atelier, qui sont soit nous on essaye de travailler avec des ONG en fait pour faire nos couettes. Et donc oui, là, une autre étape encore. Et l'ultime étape pour Violaine serait de revenir en Bretagne, pour perpétuer en quelque sorte la tradition des Indiennes de coton, ces tissus colorés qui arrivaient à l'Orient du temps de la Compagnie française des Indes. En fait, je me suis dit que maintenant que je connaissais un peu cette technique, pourquoi pas développer et monter un atelier de block printing en Bretagne. Je sens que c'est le moment maintenant de retourner un peu dans mon pays. Mais je compte bien garder un lien assez régulier avec l'Inde. Moi, il y a vraiment des choses qui vont me manquer et que je retiens d'ici, c'est que je trouve qu'il y a une très grande gaieté en fait, et beaucoup de bienveillance, des qualités que je trouve qu'on devrait peut-être transfuser un peu vers l'Europe. Non mais c'est vrai que la gaieté, les gens qui n'ont même presque rien, on arrive à échanger avec eux, à avoir des petites connexions, ça passe par peu de choses, mais je trouve ça assez précieux. Voilà, ainsi se termine ce breton d'ailleurs en Inde du Sud. On se quitte à Bangalore. Bangalore toujours aussi polluée, grouillante et bruyante, vous l'entendez. Je vais vous dire au revoir. En Canada, c'est la langue qu'on parle ici. C'est l'une des 15-20 langues officielles du pays. Et pour dire au revoir, on dit Ogitu Bardi. Alors je vous dis Ogitu Bardi.